Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un œil sur le chat en même temps que je vous parle et je vois qu'apparemment, vous devez commencer à m'entendre. S'il y a un problème, eh bien, vous nous le dites. Alors, je m'appelle Jean-Michel Duret, je suis psychothérapeute et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, au nom de toute l'équipe de l'IFPEC, Éric Marien, que vous voyez à côté de moi, sur le thème de la théorie polyvagale. Alors certains le savent déjà, nous avons le plaisir d'accueillir le fondateur de la théorie polyvagale, Stephen Porges, qui est à l'origine donc de cette théorie dans le cadre du congrès Trauma, Attachement et Résilience que nous avons organisé avec Quantum Way et qui s'est déroulé du 21 au 25 avril dernier. Il y a eu énormément de questions, ça allait très vite, il y avait des problèmes de traduction. Donc, on s'est dit avec Eric qu'on allait vous proposer à nouveau ce thème et prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Pourquoi ? Parce que cette théorie révolutionne vraiment le monde de la psychothérapie depuis plusieurs années. Elle reste encore, on va dire, un peu pas tellement connue en France, mais en même temps, elle génère au niveau international un véritable engouement. Alors, l'objectif de ce soir, c'est d'amorcer en fait la discussion avec Eric, mais de vous permettre de lui poser toutes vos questions. Et je vois que déjà, il y en a beaucoup qui affluent dans le chat. Donc, vous savez, vous pouvez vous servir du chat. Essayez de réserver l'utilisation du chat pour les questions parce que vous êtes nombreux ce soir et donc ça risque un peu de... Je ne voudrais pas en rater. Alors, Éric Marien, je vais vous le présenter rapidement. Il est le premier Français francophone à avoir écrit un livre en français directement sur le sujet de la théorie polyvagale. Et en fait, moi, je suis tombé sur son livre qui m'a passionné. Et à la suite de cette lecture, je lui ai proposé de donner des cours dans notre école. Éric, en 2 mots, est un chercheur dans l'âme, et dans sa quête d'aider les autres à guérir, il s'est d'abord formé en ostéopathie, puis il s'est tourné vers d'autres domaines de connaissances, les neurosciences, la philosophie, la psychologie, et il s'est formé à différentes techniques psychothérapeutiques. Et donc, Éric, ma première question, d'abord bonsoir à toi, et pourrais-tu nous expliquer ce qui t'a conduit à t'intéresser à cette théorie ? Eh bien, bonsoir Jean-Michel, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci pour cette invitation et puis pour cette présentation peut-être trop flatteuse, mais on va dire que c'est parce que nous sommes le 18 mai, et le 18 mai, c'est la Saint-Éric, alors merci. Eh bien, en premier lieu, c'est parce que je suis passionné par ce curieux animal qu'est l'être humain depuis toujours, et que toutes les approches qui en traitent m'intéressent, qu'elles soient, comme tu disais, scientifiques, philosophiques, psychologiques et même spirituelles. En fait, elles ne parlent que d'une seule chose, mais chacune sous un angle particulier. Et puis, par le jeu des circonstances de la vie, j'ai choisi un métier, l'ostéopathie, qui s'occupe en première intention du corps et qui vise à le maintenir en bonne santé ou à restaurer cette santé. Mais un corps en bonne santé, pourquoi faire ? Et à mon sens, ce corps, il est extraordinaire parce qu'il nous permet d'avoir toutes sortes d'interactions avec nos semblables. Il nous permet d'aimer, il nous permet de partager, d'échanger. Et puis aussi, il nous met en relation avec le monde grâce à nos organes d'essence et il nous permet d'agir dans le monde. Et puis, il permet aussi de nous émerveiller devant un beau paysage, il nous permet de réfléchir, il nous permet de penser le sens de la vie, le sens de l'univers dont nous ne sommes qu'une petite partie. Profiter de l'art, de la musique, etc. Et donc, c'est le corps en tant qu'instrument qui abrite cette conscience humaine qui m'a toujours intéressé. Mais je ne vais pas m'égarer trop longtemps, rassurez-vous, pour revenir à des choses plus pragmatiques. En tant qu'ostéopathe, je me suis évidemment tout de suite intéressé aux phénomènes psychosomatiques. Et puis, les problèmes psychosomatiques qui représentent sans doute 80% des symptômes et des affections. Et tout naturellement, il faut comprendre et étudier le système nerveux autonome, puisque c'est vraiment l'interface entre le corps et la psyché. D'ailleurs,
C'est lui qui entraîne des modifications dans le corps qui nous permettent d'éprouver, de ressentir nos affects, nos émotions primaires, la joie, la peur, la colère, etc. Mais à l'inverse aussi, dès que nous sommes pris par des émotions et des sentiments à long terme, il est capable d'affecter le fonctionnement du corps, de modifier, d'induire des changements dans ce corps pour, d'une façon positive, ou au contraire, engendrer des symptômes, des maladies. Donc ce système nerveux autonome, je l'ai étudié depuis longtemps, mais il y avait des lacunes encore, des zones d'ombre dans ce concept, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et quand je suis tombé sur la théorie polyvagale, alors là, tout s'est éclairé. Et différentes parties se sont rassemblées pour former un motif cohérent qui m'a permis de mieux comprendre mes patients et puis d'imaginer de nouvelles pistes thérapeutiques pour les traiter. Voilà. Et tu en as entendu parler quand et comment? Alors, tout à fait par hasard, en fouillant un petit peu sur Internet pour justement creuser cette question, ça prend des mots-clés. D'un coup, je suis tombé sur l'article fondateur de Stéphane Porges sur la théorie polyvagale, un long article en anglais, et j'ai passé mon week-end à le traduire, tout excité par ce que je découvrais. Il y a à peu près 5-6 ans, 6 ans, je crois. Effectivement, ce que tu soulignes là, je l'ai entendu plusieurs fois par différents thérapeutes, d'ailleurs pas forcément des thérapeutes sur le corps, branchés sur le corps, mais plutôt sur la psyché, que la théorie polyvagale permet en fait de rassembler ce qui est épars et finalement de recoller les pièces du puzzle. Et donc c'est justement là-dessus que j'aimerais bien que tu interviennes. Mais avant qu'on approfondisse la question, est-ce que tu pourrais expliquer la théorie polyvagale, notamment pour les personnes qui sont éventuellement non spécialistes ou qui s'intéressent, enfin qui sont, on va dire, des expérimentateurs avertis qui ont peut-être fait beaucoup de thérapie et qui ont plein de questions sur mais moi, pourquoi est-ce que je fonctionne comme je fonctionne? D'accord, avec plaisir. Je vais essayer de faire simple. Et pour faire simple, je vais mettre des images, parce que ça permet toujours d'appuyer le propos et de mieux le comprendre. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon? C'est visible? Ouais, super. Attends, moi je vais couper ma caméra pour éviter de polluer l'écran. Très bien. Alors, ce que j'ai remarqué aussi pour les personnes qui avaient des difficultés à bien comprendre cette théorie, c'est parce qu'il manquait des bases, vraiment des choses simples sur ce qu'est le système nerveux autonome. Donc, si vous permettez, je vais d'abord dire très rapidement quelques mots sur ce système nerveux autonome, parce que cette compréhension va nous permettre d'aller plus loin ensuite. D'abord, on a un système nerveux, ça tout le monde le sait, avec un système nerveux central ici, le cerveau, la moelle épinière, et un système nerveux périphérique, composé de nerfs qui se destinent à toutes les parties du corps, aux membres, au tronc, à l'abdomen, et puis aussi aux organes de la tête et du visage. Et le système nerveux est globalement divisé en deux. On a un système nerveux dit volontaire, qui est le système nerveux somatique, qui est le système nerveux de la vie de relation, qui nous permet de sentir, il y a les organes des sens, il y a le toucher, et qui nous permet de nous mouvoir, d'agir grâce au système musculaire. Et à côté de ça, on a un système nerveux donc involontaire, qui est le système nerveux autonome ou neurovégétatif, qui lui fonctionne majoritairement en dessous du seuil de la conscience. Et donc ce système va gérer des tas de choses dans le corps, à chaque instant, des milliers d'activités. On le divisait avant la théorie polyvagale en système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Puis ultérieurement, on y a rajouté une troisième partie qui est le système nerveux entérique, ce fameux deuxième cerveau dont tout le monde parle depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que ce système s'est développé au cours de l'évolution des espèces pour assurer la survie. Et son rôle principal, c'est la régulation de l'organisme, la régulation de l'homéostasie, c'est-à-dire de maintenir des constantes équilibrées dans le corps. Et surtout, son maître mot, c'est adaptation. Comment s'adapter?
à tous les changements, à tous les challenges qu'offre, que propose le monde extérieur. C'est ce qui a permis aux animaux de passer le crible de l'évolution, comme dirait Darwin. Donc c'est vraiment régulation de l'environnement interne. Il est bien sûr assisté, complété par le système hormonal et le système immunitaire, mais le système nerveux autonome, c'est le premier à réagir. Il réagit en quelques millisecondes à tous les changements qui se déroulent, soit autour de nous, dans le monde extérieur, soit à l'intérieur de notre corps. Donc en quelques millisecondes, un changement de température, un changement de luminosité, on absorbe de la nourriture, il y a une sécrétion quelque part dans le corps. Tout ça, le système nerveux a des récepteurs, des capteurs qui permettent d'informer différents centres de ce qui se passe et d'ajuster une réponse appropriée. Je ne vais pas faire d'anatomie, mais on a ce système parasympathique ici, avec le nerf vague, ce fameux nerf vague ici, qui est le plus long nerf, qui est le nerf principal des fonctions parasympathiques, et puis à droite, le système sympathique. Alors pour faire simple, notre système parasympathique va s'occuper, va gérer tout ce qui est l'entretien de notre corps, la nutrition des cellules, la réparation, l'élimination. Il va nous permettre de nous reposer, de récupérer l'énergie, et il est plus actif quand on est au repos, la nuit, et il gère, ça c'est important à retenir, majoritairement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. À côté, le système sympathique, c'est le système de l'action, de la dépense énergétique. Donc, il nous active, c'est l'énergiseur du corps, il nous donne de l'énergie, il permet de nous mobiliser, d'accomplir n'importe quel type de travail. Et lui, il est surtout en relation avec ce qui se passe dans le monde extérieur pour s'y adapter. Je fais vraiment simple. Le système parasympathique, comme je disais, c'est l'intérieur du corps surtout, donc il va énormément gérer tout le fonctionnement de nos organes, mais aussi ce qu'on appelle la régulation descendante, mais aussi on a tout ce qui est régulation montante, c'est-à-dire que le nerf vague est essentiellement un nerf sensitif, 80% de ses fibres, et donc il renseigne les centres supérieurs, dans le tronc cérébral et le cerveau, de tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre thorax, c'est-à-dire tous nos organes. Et le sympathique, je disais, le monde extérieur. Tout ça est en fait assez complexe, c'est-à-dire que l'ensemble de cette multitude d'informations du monde extérieur, de notre corps, va être centralisé par des noyaux de neurones, par des centres au niveau des différents étages de notre cerveau, va être aussi en interaction avec tout ce que l'on éprouve, nos émotions, nos souvenirs, nos conditionnements traumatiques, et cela donne une réponse dans notre corps. Comment notre corps va s'adapter et comment il va réagir avec plus ou moins de pertinence et de performance, pour le meilleur ou pour le pire. Alors là, j'en viens justement à ce que disait Stephen Porges lors de sa précédente intervention. Tu me disais, Jean-Michel, qu'il faisait référence à Descartes. Ouais. Descartes qui disait, je pense, pardon, donc je suis. Et lui, il s'est amusé à paraphraser en disant, je me sens, donc je suis. Ce qu'il veut dire par là, c'est que notre état d'être est toujours conditionné par la façon dont nous nous sentons. Mais ce n'est pas notre propre appréciation consciente ou cognitive sur nous-mêmes. C'est comment le système nerveux se sent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du corps et par rapport à l'environnement. Il disait aussi à ce propos que notre éducation a insisté sur l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on devrait être capable par procédés volitifs, en fait, notre volonté, notre pensée, de décider comment on est, comment réagir face à tout ce que l'on éprouve, à nos émotions, comme on peut le dire, par exemple, à un enfant, ne pleure pas, tu es un homme, etc. Donc, notre culture insiste beaucoup sur cette régulation descendante, cette capacité, soi-disant, de changer notre état intérieur, de changer nos émotions. Mais aller dire ça à quelqu'un qui a une peur, qui a une phobie du vide, il peut se raisonner et dire oui, il y a une barrière, je ne risque pas de tomber, mais néanmoins, la panique est là. Donc ça ne suffit pas.
le yaka faucon ne marche pas. Et c'est là tout l'intérêt de la théorie polyvagale, c'est de nous faire comprendre qu'il y a différents états gérés par notre système nerveux autonome, des états qui peuvent nous faire sentir d'une façon assez négative, on va le détailler un petit peu plus, et du coup nous empoisonner, nous parasiter toute notre existence, et indépendamment de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut, de ce qu'on voudrait faire. Donc je pense que maintenant cette précision étant faite, si tu es d'accord, Jean-Michel, je parle de la théorie polyvagale un petit peu. Oui, oui, absolument. Ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Stephen Porges disait, en fait, on est conditionné à écouter plutôt notre cerveau que notre corps. Et il disait, imaginez si Descartes, et il l'a dit en français parce qu'il parlait un peu français, donc imaginez si Descartes avait dit, au lieu de dire « je pense donc je suis », je me sens donc je suis. Le verbe réflexif se sentir. Et en fait, il indiquait par là que le monde serait totalement différent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est une réalité, c'est une constatation clinique que beaucoup d'êtres humains sont limités par la façon dont ils se sentent. Et donc, il y a cette problématique de régulation montante qui affecte sans arrêt notre système nerveux, qui fait qu'on est limité à ce qu'on se sent. Ça ne veut pas dire, à mon sens, là c'est personnel, je n'en ai pas discuté avec Stephen Porges, qu'il n'y a pas quelque chose, un aspect à l'être humain qui, à un moment donné, permettra d'aller plus loin que ça, puisqu'on a, et ça je voulais en reparler après, une régulation descendante, effectivement, que n'ont pas les autres animaux. Enfin, les mammifères l'ont, mais toutes les autres espèces inférieures n'ont pas ça. Donc il y a quelque chose à développer qui fait qu'effectivement, à un moment donné, on peut être à mesure de dépasser un petit peu sa physiologie, mais ça nécessite un très long travail et on ne peut pas faire l'impasse d'abord de tous ces conditionnements, de toute cette histoire traumatique et conditionnante depuis le début de notre vie qui fait que ça nous limite. Donc c'est vrai, il a raison, on le voit en cabinet et tous les psychothérapeutes le voient, l'être humain est vraiment tout gêné par ses états émotionnels, par de la dépression, par des peurs, par des limitations. Donc il a raison. Après, je pense que l'évolution humaine n'est pas terminée et qu'on a les structures, on a déjà les câblages qui nous permettront, tôt ou tard, collectivement, de dépasser un petit peu ça. Et j'en reparlerai justement sur un petit peu après sur la capacité de régulation descendante. Ok. Donc vas-y, explique-nous un peu comment cette théorie polyvagale qui, en fait, au départ, n'a pas été conçue spécifiquement pour la thérapie. Exactement, oui. Puisque Stephen Porges est un scientifique avant tout. Donc, il est parti du paradoxe vagal, qui est un petit peu complexe, mais tu as permis de comprendre que le nerf vague, il n'y avait pas un seul nerf vague, mais deux nerfs vagues, c'est-à-dire fonctionnellement différents. Et donc, au lieu d'opposer, comme on le faisait auparavant, le sympathique et le parasympathique, on a toujours ce sympathique, mais au niveau du parasympathique, si on s'occupe que du nerf vague, hein, qui assure 90% des fonctions parasympathiques, on a deux branches différentes qui ont une origine différente, qui ont un but fonctionnel et physiologique différent, qui se distribuent à un territoire anatomique différent, c'est-à-dire qui ne contrôlent pas exactement les mêmes organes et de la même façon, une façon d'adapter les changements et tous les défis du monde extérieur, des modes de réponse différents, et puis chaque branche aussi est en correspondance avec certains états émotionnels à long terme, certains états pathologiques, tous ceux qui nous posent problème et qui font que les gens consultent les cabinets. Et chaque branche aussi, lorsque tout ça n'est pas bien régulé, peut être la cause de symptômes et de dysfonctionnements et de certaines maladies. La base aussi, c'est qu'il existe un ordre biologique pour Stephen Porges qui s'articule autour de deux choses, justement, la volonté de survie. Excuse-moi Eric, moi j'ai pas ton PowerPoint à l'affichage. Ah bon? Non, alors je ne sais pas si les autres l'ont. Il s'est arrêté? Alors, attends, je vais arrêter et le relancer peut-être. Ça y est, je l'ai. Okay. Bon, parce que tu l'avais jusqu'à présent?
Il s'était coupé. Je ne sais pas, peut-être que c'est que moi, mais Ok. Alors je le relance. Voilà. Est-ce que là, il revient? ouais, très bien. Ok. Donc, d'un côté, on a justement la volonté de survie, c'est-à-dire l'instinct de survie, qui est bien connu, qui est une réalité, et qui est présent dans notre biologie profondément. Mais en même temps, l'être humain, on a une soif de lien, c'est-à-dire une soif de connexion à autrui. Ça vient de notre histoire, ça vient de notre évolution, puisque à partir des mammifères, justement, les petits sont maturés dans le ventre de la maman, si on peut dire, et puis naissent au monde finalement d'une façon assez immature comparée aux autres espèces animales moins évoluées. Et ils ont besoin des soins des parents pour pouvoir survivre. Et c'est encore plus vrai chez l'être humain, puisque le développement de notre encéphale a fait que l'on doit naître beaucoup plus tôt, sinon on ne pouvait pas sortir. Et du coup, l'être humain est vraiment immature à la naissance, et il a besoin pour sa survie de la sécurité, de la protection des parents. Et ça fonde biologiquement notre besoin de connexion. Et c'est autour de ces deux choses, volonté de survie, instinct de survie, et soif de lien, que les choses s'organisent. Parce que l'instinct de survie va être connecté avec un fonctionnement par défaut qui est dans notre système nerveux, qui est la vigilance permanente et aux menaces. Ça, tous les animaux l'ont. C'est vraiment le câblage par défaut. Mais chez les mammifères, du fait de cette connexion qui se fait parent-enfant, on a quelque chose qui est capable d'inhiber, de neutraliser cette vigilance permanente au danger et donc de se sentir en sécurité, à condition que tout se passe bien depuis le départ. Chez les espèces inférieures, à un moment donné, même les parents sont un danger pour leur progéniture. Chez les mammifères, c'est quand même nettement plus rare, et encore plus rare évidemment chez l'être humain. Donc c'est ça aussi dont je faisais référence, c'est que effectivement, je me sens comme je suis comme je me sens, est très lié à notre instinct de survie. Parce qu'il y a toujours ce câblage hérité de la longue évolution des lignées animales de vigilance au danger. Mais lorsque on accomplit vraiment notre part humaine, qui normalement devrait être la connexion, devrait être les justes relations, les relations fraternelles, les relations d'amour, à ce moment-là, on serait en permanence en sécurité. Donc on voit qu'il y a une évolution et qu'on n'est pas encore abouti à ce stade où on pourra se sentir en sécurité partout au sein de l'humanité. Donc, trois branches. Ce qu'on appelle le nerf vague nouveau, ou vague ventrale, c'est pour ça que vous avez l'abréviation VV. C'est cette branche la plus évoluée du nerf vague qui n'est apparue, selon Porges, uniquement chez les mammifères. Cette branche est responsable de l'équilibre et du contrôle de tout le reste, en fait. C'est la dernière apparue, mais c'est elle qui est en charge, qui est la plus haute, si on peut dire, au niveau de la hiérarchie, et qui doit, fonctionne bien, de réguler l'ensemble de toutes nos fonctions corporelles, et l'ensemble des deux autres branches, sympathique et vague ancien. Plus précisément, au niveau anatomique, elle va s'occuper du cœur, donc du rythme cardiaque, d'où cette notion de variabilité du rythme cardiaque, de cohérence cardiaque, qui est sous la dépendance du nerf vague ventral. Elle gère aussi notre appareil respiratoire. Le système sympathique, comme je le disais, c'est le système du travail, de la mobilisation, c'est l'énergiseur. Quand tout va bien, on en a besoin. Et puis le nerf vague ancien, ou vague dorsale, qui est apparu, lui, très tôt dans l'évolution, il y a 500 millions d'années, avant que les animaux possèdent même une colonne vertébrale, et régule surtout notre ventre, nos fonctions digestives et urinaires également. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la réparation, l'entretien des tissus, c'est notre homéostasie de base, notre équilibre général. Donc on a besoin de ces trois systèmes dans des proportions variables en fonction des cycles, des activités qu'on a à faire, des moments de la journée, etc. Et chacune de ces trois branches a des modalités de réponse. C'est-à-dire que la branche du vague
nouveau, du vague ventral, ne peut être pleinement opérationnel que si nous sommes dans un sentiment de sécurité. Si notre système nerveux perçoit, en fonction de tous les signaux de l'environnement extérieur et de l'intérieur du corps, perçoit des signes de sécurité. Notre cognition par rapport à ça, je me sens en sécurité, ne vient qu'après. C'est le système nerveux qui gère ça. Et quand ce vague nouveau est pleinement opérationnel, au-delà de ses fonctions physiologiques extrêmement importantes, il nous permet, puisqu'on est en sécurité, d'être connecté aux autres, de créer des liens, d'avoir des relations interpersonnelles avec autrui qui sont positives et constructives. On se sent, on est équilibré sur le plan émotionnel, et c'est aussi, et si on est bien, si on est en sécurité, on peut faire preuve d'empathie, de compassion. Le système sympathique, lui, est vraiment câblé par rapport à ce mode de réaction par défaut qui est vigilance au danger. Et s'il s'active, c'est lui qui est responsable de cette fameuse réaction de combat ou de fuite, bien connue, bien étudiée depuis de nombreuses décennies. D'ailleurs, c'était l'essentiel des études. Dans les années 50, 60, on ne parlait que de ça, réaction de combat et de fuite. Donc, il est aussi très suractivé quand tous les gens en état de stress, agités, agressifs. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, d'autant plus dans notre vie moderne, où il y a beaucoup de personnes, une majorité de personnes sont en hyperactivation sympathique, plus ou moins prononcée, mais de façon chronique. Et ça, c'est responsable d'énormément de symptômes. Et puis aussi, ça fait le lit de toutes les maladies cardiovasculaires en particulier. Mais plus simplement, pour les ostéopathes, par exemple, c'est hypertonie musculaire, ça active les réactions pour se battre ou pour fuir très vite. Donc le système musculaire est suractivé et ça génère beaucoup de douleurs des membres ou de la colonne vertébrale. Le vague ancien, lui, de par ses fonctions qui sont apparues à des moments où les animaux avaient un fonctionnement beaucoup plus simple, quand les conditions du milieu devenaient difficiles, l'appauvrissement de la nourriture, peut-être de l'oxygène, n'importe quoi, pour les animaux qui sont dans l'eau, eh bien, il ralentit toutes les fonctions du corps. C'est un petit peu le modèle de l'hibernation, en quelque sorte, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Et donc, il est capable de tout ralentir lorsque le système nerveux perçoit une menace vitale. Le système nerveux dit « je suis en danger de mort », qui est vraiment quelque chose qui vient heurter notre instinct de survie. Et là, son adaptation, puisque ça peut servir, en tout cas ça pouvait avoir une certaine utilité en termes de survie pour des espèces d'animaux anciennes, eh bien, il immobilise. Il nous met en position d'éviter la situation. On se retire à l'intérieur de soi, on se confine. Il n'y a pas besoin d'avoir une épidémie, c'est de l'autoconfinement à l'intérieur du corps. Il y a un désengagement total par rapport au monde extérieur. Il crée une réaction que les anglo-saxons appellent freezing, où tout se ferme, tout se ralentit. Même le rythme cardiaque va être très 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 bas, ce qu'on appelle une bradycardie, et peut créer des syncopes, perte de connaissance et voire des états de mort apparente. Donc, Eric, si je te suis bien, en fait, pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait deux branches, un accélérateur et un frein. Oui. Et en fait, Porges est à l'origine des investigations qui ont montré que le frein, finalement, il n'était pas tout seul, il était double. Voilà. Il y a en fait le frein de l'ensemble du métabolisme du corps, c'est le vague ancien. Le vague nouveau, vague ventral, lui, ralentit le cœur, mais dans des justes proportions. Si le vague ancien est suractivé, ça va faire une bradycardie, c'est-à-dire que notre rythme cardiaque peut descendre à 40, 30, et dans certains cas, c'est même un arrêt cardiaque. Alors que le vague nouveau, lui, est responsable de ce qu'on appelle le frein vagal permanent, c'est-à-dire qu'il maintient le rythme cardiaque à un niveau juste, 70 pulsations minutes, par exemple, en moyenne, moins chez les sportifs. Mais comment dire,
c'est une inhibition permanente pour ajuster juste l'activité nécessaire. Et il suffit qu'il relâche un petit peu son frein pour que le cœur augmente un tout petit peu si on a un petit peu plus d'activité à faire, sans que ce soit nécessaire d'utiliser le système sympathique. Donc, le vague nouveau freine, mais surtout, il faut retenir, régule l'ensemble des choses. D'accord. On a une personne, Claire, qui te demande, dans le cas d'un malaise vagal, c'est donc le nerf vague ancien qui intervient. Absolument. Malaise vagal, donc il y a gros ralentissement du rythme cardiaque. Et puis, il faut savoir, donc nausée aussi, par exemple. Il faut savoir aussi que lorsque le vague ancien est suractivé, anormalement activé, il y a vraiment beaucoup moins de perfusion sanguine au niveau du cerveau. C'est pour ça que lorsqu'on ne sent pas bien du tout, donc quand on a un malaise vagal, ou même quand on a une espèce de crise de panique, on voit ça chez les étudiants qui sont des fois en examen, eh bien, le cerveau est beaucoup moins perfusé. C'est vraiment une coupure, du coup, on perçoit moins le monde extérieur. C'est comme ça qu'un animal, par exemple, une gazelle qui est capturée par un lion, au début, tant qu'elle a cherché à fuir, elle est en suractivation sympathique, hein, le rythme cardiaque à fond, la respiration à fond, les muscles surpuissants pour partir, mais une fois qu'elle est attrapée, elle peut se mettre en vague, suractiver son vague ancien pour ne plus rien ressentir, elle se coupe. C'est ce qui se passe dans certains traumatismes chez l'être humain aussi, il y a une coupure. Ouais. Quand le système sympathique est suractivé, on a beaucoup de sang dans le cœur, dans les muscles, un peu moins dans notre cortex, c'est-à-dire dans nos fonctions supérieures qui doivent un peu contrôler, inhiber le reste, mais beaucoup plus dans notre système limbique. Donc, ça va suractiver nos réactions émotionnelles, et d'autant plus si on a des traumatismes psycho-émotionnels, là, le système limbique, l'amygdale, vont être encore plus suractifs, et en fait, ils vont, comment dire, les réseaux nerveux qui concernent le système limbique vont prendre le dessus et conditionner tous nos comportements et nos réactions. Il y a beaucoup de gens qui ont appris au cours de leurs études que, en fait, si on avait le sympathique qui était activé, ça désactivait le parasympathique. C'était l'un ou l'autre, un peu comme une balance, tu vois, qui fonctionne comme ça. Or, en fait, les travaux de Porges nous montrent que c'est pas le cas, non? C'est pas le cas du tout. En fait, là, c'est vraiment passionnant parce que, comme je disais, pendant des décennies, on a focalisé sur le système sympathique parce que c'était lui le plus brillant. Beaucoup de gens souffraient de constipation sympathique. Et on a donc les traitements, que ce soit les traitements médicaux, on essaye de donner des molécules, des produits pour inhiber l'action du sympathique, même les traitements ostéopathiques, chiropractiques, avant, on focalisait là-dessus. Or, ce qui se passe, c'est que le système sympathique ne peut se suractiver que si le vague nouveau a déprimé son action, a déprimé son activité. Vraiment, ce vague nouveau contrôle tout. Soit il baisse son activité d'une façon qui est pertinente, et pour laisser place au sympathique, si on a vraiment un gros effort à faire, ou si on a vraiment à lutter contre une menace, un danger important, à un moment donné, le vague nouveau va nous permettre, imaginons que nous soyons agressés, le vague nouveau va nous permettre d'essayer de maintenir la connexion, le lien, de trouver une médiation. Mais si à un moment donné, on est vraiment agressé physiquement, que la médiation, que le dialogue a échoué, le vague nouveau se déprime pour permettre au sympathique de prendre le dessus et de nous permettre de faire face, de lutter ou de partir en courant et d'avoir de l'énergie pour ça. Et c'est pareil, tant que le vague nouveau, je vais vous montrer un petit peu après, est puissant, le système du vague ancien ne peut pas fonctionner normalement. Il va être activé quand c'est nécessaire, et puis être maintenu à des niveaux de fonctionnement tout à fait normaux. Je vais vous le montrer justement par la diapositive suivante. Donc, ici, ce que je disais, le vague nouveau, on peut tomber directement, parce qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, en fonction de notre histoire, de notre structure génétique peut-être, mais aussi de tout ce que l'on a vécu depuis la naissance. Certaines personnes sont câblées de telle manière que dès que le vague nouveau se déprime, ils tombent directement en vague dorsale, en vague ancien, et ont un système sympathique relativement peu performant. Alors que d'autres, au contraire,
qui ont peut-être vécu dans un environnement un peu plus hostile, mais avec beaucoup de conflits, sont câblés pour avoir une réaction sympathique, très forte, des fois très rapide, pour un oui, pour un non. On voit ça des fois en voiture. Des conducteurs qui, au moindre petit truc qui leur plaît pas, se mettent à hurler, des choses comme ça. Et ces personnes-là, par contre, certaines ont un câblage qui ne les fait quasiment jamais tomber en vague ancien. C'est nécessaire, par exemple, pour des soldats entraînés à des conflits, à des situations extrêmement épouvantables, d'avoir un sympathique très fort, mais de ne jamais tomber en vague dorsale, sinon ils sont finis, quoi, ils ne servent plus à rien. Et dans tous les cas, une fois qu'on a eu une suractivation sympathique ou dorsale, il faut revenir à un fonctionnement équilibré qui engage notre vague ventrale, parce qu'il est vraiment responsable de notre santé. Il faut que le vague ventral ait des périodes où il domine le tableau, où il gère tout, parce que sinon, c'est un vieillissement du corps et c'est la porte d'entrée vers différentes maladies. Alors, pour expliquer aussi un petit peu comme ça, voilà, c'est un peu comme s'il y avait des potentiomètres. Et donc, le vague ventral, ici à gauche, donc, domine. Et il va permettre de jouer comme ça sur les activités sympathiques, du sympathique et du vague dorsal. Par exemple, lorsque c'est la journée, lorsque l'on fait un effort, qu'on est actif, le vague dorsal s'abaisse un tout petit peu pour permettre au sympathique de prendre un peu le dessus. Et à ce moment-là, le vague dorsal diminue son activité. Ça, c'est normal, c'est physiologique. À l'inverse, pendant la nuit, ou si on doit digérer un repas, surtout s'il est un peu copieux, à ce moment-là, c'est le sympathique qui va être déprimé et le vague dorsal qui va assurer la digestion. Tout ça est normal. Après, lorsque le vague ventral est faible, dès le départ, parce que ce vague ventral est constitué de fibres qui sont myélinisées, et donc la myélinisation de ces fibres intervient très tôt, déjà pendant la période intra-utérine, et puis va être très importante la première année de la vie. Elle continue bien sûr encore par la suite, mais disons que les premiers moments sont importants. Et il y a des conditions de vie, des hospitalisations, des naissances difficiles, ou même des problèmes intra-utéraux qui peuvent affecter le développement du vague ventral. Ensuite, il y a tout ce qui est... on peut en reparler peut-être, sans doute, il y aura des questions sur les conditions de l'enfance qui peuvent avoir entraîné... Enfin, après, ils peuvent avoir empêché le vague ventral de se développer correctement. Et donc, il a du mal à jouer son rôle. Et dans ces cas-là, il est très vite, pour les moindres difficultés, déprimé, très vite débordé. Et là, on va avoir des hypertonies du sympathique. Là, le fonctionnement, ce n'est pas uniquement pour nous donner de l'énergie, c'est de la suractivation, ouais, avec toutes les pathologies possibles. Ou à l'inverse, on peut avoir chez d'autres une hypertonie du vague dorsal, avec donc des gens qui sont très fragiles. Les deux problèmes, l'hypertonie du sympathique ou du vague dorsal, donnent des problèmes digestifs, mais différents pour un cas et pour l'autre. Mais les gens qui ont un vague dorsal un petit peu trop prédominant sont vraiment très sujets aux problèmes digestifs, puisque le vague dorsal innerve en grande partie tout le système digestif. Et puis ensuite, on a des cas de dystonie complète. On voit également au cabinet où le tableau clinique n'est pas clair, où on voit, selon les moments, une alternance entre une hyperactivation sympathique, une hyperactivation dorsale, ou l'inverse, ça va, ça vient. Ça, c'est des cas un peu plus complexes, je dirais. Ok, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de questions que je vais te poser au fur et à mesure. Ce que je voulais te demander, c'est en quoi cette théorie, finalement, elle révolutionne la manière de traiter les traumatismes chez les thérapeutes, chez les psychologues, chez les psychothérapeutes. Oui. Alors, justement, pour parler de ça, il faut comprendre une chose, et je finirai là-dessus, c'est la neuroception. La compréhension de ce qu'est la neuroception, ça répond à cette question que tu viens de me poser. Et c'est vraiment important pour un thérapeute de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est cette neuroception qui
qui est, comment dire, un fonctionnement du système nerveux qui cherche en permanence de l'environnement externe, majoritairement, mais aussi de notre environnement interne, de notre corps, des signaux de danger ou de menace, mais aussi de sécurité. Comme je disais, seuls les mammifères et surtout l'être humain est capable d'avoir une neuroception de sécurité. Qu'est-ce que c'est que la neuroception? Porges a forgé ce mot pour le différencier de la perception consciente, en fait. Ce n'est pas ce que l'on se dit, c'est ce que notre système nerveux enregistre. Et ça, c'est bien en dessous de la conscience. Et c'est seulement après, parce que l'être humain est un narrateur. Et on a toujours besoin de raconter une histoire, de justifier ce qui se passe, ce que l'on éprouve, de trouver une explication intellectuelle. C'est après qu'on va dire « je ne me sens pas bien pour telle ou telle raison, pour ceci, pour cela ». D'ailleurs, des expériences ont montré, on stimule certaines parties du cerveau qui donnent un certain malaise ou de l'anxiété. Eh bien, les personnes, les cobayes, les personnes qui subissaient ça, ne savaient pas qu'on les stimulait et disaient « ah ouais, je ne me sens pas bien là, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ceci avec ma belle-mère ou avec mon patron, enfin, etc., etc. » On se raconte une histoire. Mais en fait, l'histoire, avant d'être une histoire, c'est une perception de notre système nerveux. Et ensuite, on en fait quelque chose. Eh bien, cette neuroception peut être très souvent altérée et faussée. C'est-à-dire que l'on va percevoir du danger ou des menaces là où il n'y en a pas. Et ça dépend, comme je le disais, de notre histoire, les conditions infantiles, tous les processus de l'attachement, parents-enfants, mère-enfant, etc., vont vraiment permettre à ce vague ventral de se développer, justement durant cette phase de myélinisation, et à cette neuroception de sécurité de s'installer et d'être suffisamment solide. Sans quoi, si ce n'est pas le cas, eh bien, très vite, le système nerveux va sentir de l'insécurité, du danger, de la menace, pour des seuils très bas, là où il n'y en a pas. Comme je disais, lorsque l'on fait une crise de panique devant un examen, où là, on n'arrive même plus à sortir des mots, on n'a plus rien en tête, même si on savait tout auparavant, c'est parce que le système nerveux perçoit une menace de mort. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'histoire d'un patient, comment cette neuroception s'est développée. Ça va expliquer déjà plein de symptômes, même sans parler de traumatisme psycho-émotionnel, plein de symptômes, plein de ce qu'on appelait de troubles névrotiques, ou de phobies, ou des choses comme ça, qui peuvent s'enraciner sur ce développement de la neuroception qui était malmené, si on peut dire. Et puis aussi, après un psychotraumatisme, eh bien là, il y a eu bien souvent, effectivement, un vrai danger, une vraie menace vitale. Et là, il y a une suractivation des voies neurologiques de la neuroception du danger, qui mettent en jeu donc, le système limbique, l'amygdale, etc. Et ça va rester. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un être humain a autant de difficultés à se sortir d'un traumatisme psycho-émotionnel, contrairement à beaucoup d'animaux, qui très vite effacent. Mais nous, comme il y a cette cognition, tous ces facteurs émotionnels, les sentiments qui font la richesse de l'être humain, mais qui lui compliquent la vie, ce qui fait que ça va se figer, s'imprimer, et on aura une neuroception qui sera faussée derrière. Et d'ailleurs, les gens qui ont eu un traumatisme psycho-émotionnel sont hyper vigilants. Et il faut arriver à développer, si ça n'a pas été développé correctement, ou à retrouver une juste. Là, il y a vraiment du danger, donc il faut que notre système nerveux s'active dans le sens qui est nécessaire. Mais là, il n'y a pas de danger. Le monde, je peux sortir dans la rue, je ne risque pas de me faire agresser toutes les 5 minutes, si on prend les statistiques. Même si les médias font un effet loupe, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on ait des problèmes, par certains endroits. Mais donc, chez les thérapeutes, c'est vraiment important de cibler là-dessus. Comprendre l'histoire et comprendre aussi les conditionnements traumatiques du psychotraumatisme et jouer sur la neuroception et pas sur l'histoire que s'est raconté le patient. Je veux dire, je donne juste un exemple, ça va permettre de le comprendre. Je pense à donc le problème du viol, qui est malheureusement fréquent. Souvent, les femmes expriment après ça
un sentiment de honte. Parce que au moment de l'événement, elles n'ont pas pu réagir, elles ont réagi souvent en vague dorsale. Certaines sont sympathiques, se battent, mais d'autres sont en vague dorsale, sont complètement figées, et même sont dissociées. C'est des états de dissociation. Certaines décrivent qu'elles se sentent comme en dehors de la scène. C'est vraiment du vague dorsale extrême. Et elles ont presque plus de sang au cerveau, donc une conscience très nébuleuse de ce qui se passe. Et après, elles ont honte. Mais ça, cette honte et cette culpabilité, c'est l'histoire qu'elles se racontent autour de ça. Et si on cherche à travailler la honte, la culpabilité, on reste en surface. Des fois, le fait de comprendre que cette réaction de figement, de retrait, de confinement à l'intérieur de soi, d'immobilisation, est simplement un mécanisme présent dans nos circuits nerveux qui est hérité de la longue évolution du règne animal, ça permet déjà de... Ce n'est pas moi, c'est la partie biologique en moi qui est programmée pour... Et donc, ça déculpabilise énormément déjà. Rien que de savoir ça, ça enlève cette honte, puis ensuite, on peut faire un travail selon les thérapies que l'on utilise plus précis. Il y a aussi une notion que j'ai trouvée très intéressante, c'est que chez les personnes qui ont été victimes de maltraitance quand elles étaient très jeunes, les signaux de sécurité peuvent être assimilés par la neuroception à du danger. C'est-à-dire, à l'époque où je me développais, que j'étais enfant, normalement, j'étais ouvert, j'avais baissé la garde et j'attendais de l'amour. Si là, j'ai reçu de la maltraitance, ça s'est engrammé, c'est enregistré, codé biologiquement. Et donc, du coup, le patient qui va venir en séance avec son thérapeute peut assimiler des signes de sécurité. Le thérapeute, s'il n'est pas formé à la théorie polyvagale, il peut zapper ça. Et donc, c'est aussi une des choses que j'ai apprises, notamment avec toi, puisque j'ai suivi déjà ton enseignement et tes cours au Saint-Mifpec. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel, si on ne comprend pas la théorie polyvagale, on passe à côté de ça. Et donc, j'en viens à la question, c'est quoi le danger, quelque part, pour un thérapeute de ne pas être formé ou informé de cette théorie, ou pour son patient? Disons que ce que tu dis fait appel aussi à ce que Porges appelle la corrégulation. C'est-à-dire que nos systèmes nerveux communiquent d'une façon totalement inconsciente et que notre propre état intérieur est toujours en interaction subtile avec celui de l'autre en face de nous, et donc du thérapeute pour le patient. Donc, il est important déjà pour un thérapeute de se connaître, de comprendre où est-ce qu'il se situe dans ces états du système nerveux autonome, et si nous sommes suractivés au niveau sympathique ou du vague dorsal, il n'est pas question de pouvoir aider, repêcher une personne là où elle en est pour la remonter en vague ventrale, c'est juste impossible. Donc déjà, c'est ça. Et puis, donc c'est important pour le thérapeute aussi de faire un travail, d'être clair vis-à-vis de ça et de corriger, essayer d'avancer, d'évoluer pour renforcer justement ces états intérieurs, de façon à être toujours une base solide et être un co-régulateur du patient, donc d'être toujours dans cet état vagal ventral pendant les séances de thérapie. Après, comme tu le disais, effectivement, comme la neuroception chez certaines personnes est faussée dès le départ, des choses qui nous paraissent simples, anodines, bon, comment allez-vous, une phrase, un comportement, une gestuelle, etc., peut très bien être un trigger chez le patient d'une neuroception négative, une neuroception de danger. D'ailleurs, c'est un déclencheur. Un déclencheur, pardon. Voilà, un déclencheur. Et ça, si on n'est pas au courant de ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce patient, il ne réagit pas, ou alors il se ferme alors qu'on ne comprend pas ce qui a pu venir de nous, qui a pu fermer le patient. Et donc, il faut être vigilant à tous ces signaux-là, à ces interactions subtiles, à voir, parce que on n'a pas parlé de ça, parce qu'on ne peut pas parler de tout, évidemment, mais ce vague ventral fonctionne avec d'autres nerfs crâniens, que Porges appelle les nerfs d'engagement social, qui vont contrôler tout ce qui se passe, grosso modo, au niveau de la tête, c'est-à-dire notre regard, l'expression du visage, les expressions faciales, la prosodie, notre façon de parler, notre écoute aussi est très importante par rapport à ça. Et donc, la corrégulation se fait aussi avec tous ces éléments-là. Et en même temps, c'est un moyen de surveillance
de ce qui se passe chez le patient par rapport à nos interventions, quelles qu'elles soient, thérapeutiques, quelle que soit la technique, ou même simplement un échange verbal. On peut être attentif aux petits signaux qui montrent que là, le patient est en train de changer d'état. Soit, au contraire, il remonte en vague ventrale, c'est super, c'est encourageant, c'est ce que l'on fait est dans la bonne direction. Soit au contraire, là, il descend. Il faut toujours, bien sûr, comme tous les thérapeutes le savent, maintenir le patient dans une fenêtre de tolérance par rapport à ça. Alors, il y a plein de questions pour savoir s'il va y avoir un replay. Donc, oui, il y aura un replay sans problème. Il y a des personnes qui sont arrivées en retard qui posent la question. Avant de rentrer plus dans les questions des personnes qui nous écoutent, tu vas animer une formation à la théorie polyvagale à Paris dans le 20e arrondissement les 17 et 18 juin prochains. Quel est l'objectif de cette formation, justement? Déjà, l'objectif, là, c'est de vraiment assimiler en profondeur et en détail le concept de la théorie polyvagale, d'être capable d'identifier avec beaucoup de précision les différents modes de réactivité du système nerveux autonome, tous les signes cliniques qui sont associés à chacune des 3 branches, et donc d'être vraiment capable de comprendre son patient avec précision, de comprendre aussi s'il s'agit de déficiences acquises liées au mode d'attachement précoce, quels sont dans l'histoire d'individus les éléments qui ont pu justement modifier ce profil autonome, on appelle ça, comment sont réglés ces 3 curseurs. Ensuite, c'est donc, lorsque cette compréhension est devenue vraiment riche et complète, c'est de pouvoir adapter, ajuster ces stratégies thérapeutiques en fonction de la réactivité du système nerveux autonome et en le prenant en compte, bien sûr. Et pour ça, ensuite, on voit certaines techniques qui vont aider à faire ce travail. Alors, quels sont les prérequis pour assister à cette formation? Les prérequis là, pour cette formation-là, c'est tous les thérapeutes, tous les professionnels de santé, tous les accompagnants, les professionnels de la relation de soins, mais également les coachs peuvent bénéficier, puisqu'on commence aussi, cette théorie commence aussi à être utilisée dans le monde sportif d'ailleurs, avec intérêt. Donc, moi, je vais collaborer avec certaines personnes qui travaillent dans le sport olympique et qui sont aussi très friands de la théorie polyvagale et qui commencent à l'utiliser avec leurs sportifs. Ouais. Je vois qu'il y a des questions par rapport. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font une confusion entre la théorie polyvagale et les outils pour corriger les dysfonctionnements. La théorie polyvagale, en fait, elle explique tout ça et elle est commune à un ensemble de thérapies. Par exemple, on va pouvoir utiliser l'EFT, la Somatic Experiencing, le MDR, etc. Tout un tas de modalités thérapeutiques, mais là, je parle sous ton contrôle. La théorie polyvagale, elle explique le fonctionnement biologique, etc. Et donc, comment on va pouvoir utiliser au mieux les outils dont on dispose. Donc, nous, par exemple, si on utilise l'EFT clinique, la théorie polyvagale va nous permettre d'observer les patients pour voir s'ils sont en train de se déréguler. Dans ce cas-là, de les co-réguler ou de leur dire « Attends, là, je vois qu'il y a ci, qu'il y a ça ». Utiliser les stimulations tout de suite dès qu'on voit les premiers signes de dérégulation, etc., etc. Voire même de cibler, puisque dans l'EFT, vous utilisez certaines phrases, toute une phraséologie, là, de cibler aussi par rapport, non pas forcément toujours par rapport à la cognition, à l'histoire, mais par rapport aux états du système nerveux autonome. Ça peut être intéressant de préciser les formulations pour que ça soit encore plus puissant. Mais oui, effectivement, la théorie polyvagale, c'est une théorie. Donc d'ailleurs, comme toutes les théories, ça évolue, il ne faut pas en faire une religion, une vérité acquise définitive. C'est un modèle explicatif qui s'avère très pertinent, qui reste sans doute encore à enrichir. D'ailleurs, il y a à l'heure actuelle d'autres théories qui parlent du nerf vague et qui sont aussi extrêmement intéressantes et qui viennent enrichir et compléter cette théorie polyvagale. Donc après, évidemment, moi j'ai essayé d'importer, c'était ma première démarche, c'était d'importer cette compréhension dans ma pratique ostéopathique, et puis d'autres l'ont fait dans leur domaine, comme tu disais, Somatic Experiencing, EFT, etc. Donc il n'y a pas une technique spécifique, il n'y a pas de technique polyvagale.
Ouais. Après, il y a des choses à inventer, il y a des choses, des pistes à suivre, des expérimentations à faire, et j'en ai fait beaucoup d'ailleurs avant de trouver des réponses et des solutions qui soient un peu plus pertinentes, mais ce n'était pas terminé. Et, moi, je suis toujours en recherche d'autres choses, et là, j'explore d'autres chemins qui vont dans le même sens, quoi. Tout à fait. Bon, il y a des personnes comme Christine, par exemple, qui nous parlent de est-ce que vous connaissez le modèle d'intelligence relationnelle de François Ledoz? Moi, par exemple, je me suis formé avec François, bien sûr, et il s'appuie sur la théorie polyvagale, comme d'autres méthodes thérapeutiques s'appuient sur, effectivement, la théorie polyvagale. Et j'en viens à une question qui se dessine en filigrane, c'est en quoi la formation à la théorie polyvagale peut faire changer ma pratique ou en tout cas évoluer ma pratique, quel que soit l'outil que j'utilise. Mmh. Je répète ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire une compréhension plus pointue, une compréhension qui va au cœur de ce qui pose vraiment le problème du patient, plutôt que de tourner en rond sur des choses plus superficielles qui sont l'histoire que s'est racontée après coup la personne sur ce qui ne va pas en elle. Eh bien, ça, déjà, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite, droit au but, et d'aller, si on peut dire, pardonnez-moi cette expression, des fois décapsuler un nœud beaucoup plus rapidement que si on avait commencé à travailler sur les idées, comment je me sens, etc., etc. Donc, pour ça, c'est déjà bien. Et c'est déjà capital, même. Donc, ça va vraiment faire gagner beaucoup de temps, en précision, en clarté, et d'ajuster ces stratégies thérapeutiques en fonction de ça. Et de construire même des stratégies thérapeutiques avec les outils que les uns et les autres peuvent déjà employer, qui soient plus pertinentes, plus adaptées. On a aussi des questions par rapport à la théorie polyvagale et la théorie d'attachement. Donc ça, est-ce que tu peux dire Oui, moi, sur je vais ces... dire deux mots, parce que je ne suis pas vraiment un grand spécialiste de la théorie de l'attachement. Il y a des gens bien plus compétents que moi. Il y a des modèles qui existent qui montrent que selon que les liens qui ont été construits au départ de la vie ont été sécures ou insécures ou ambivalents, ça va favoriser certaines branches du système nerveux autonome. Des liens insécures, forcément. Il n'y a que le lien sécure, évidemment, qui permet dès le départ de construire un vague ventral puissant et une neuroception qui soit juste, avec suffisamment d'épaisseur dans le sentiment de sécurité. Après, donc, lorsque les liens sont insécures, ambivalents, eh bien, l'enfant, très vite, perçoit le monde, y compris même les parents, même s'il ne se le dira pas consciemment, parce que même un enfant, des fois battu, etc., va aimer ses parents, mais il va y avoir le système nerveux, lui, il n'est pas d'accord du tout, et il va percevoir la vie comme quelque chose de dangereux, ou bien même extrêmement menaçant. Et donc, c'est là que c'est comme ça que se construit un mode de réactivité, soit tout le temps en hyper sympathique, hyper activation, soit au contraire, tout le temps réaction de type vague dorsale. Enfin, je suis obligé de faire simple sur cette question, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais c'est vrai que là, évidemment, lorsque le vague ventral n'a pas pu se construire correctement dans les tout premiers temps de la vie, pendant les phases de myélinisation, évidemment, le challenge ensuite pour pouvoir récupérer et redonner de la sécurité à ces personnes qui ont eu une telle enfance est bien plus difficile. Les enjeux sont plus lourds, mais il y a toujours de l'espoir. Avec la théorie polyvagale, il y a toujours de la neuroplasticité cérébrale, de la flexibilité cérébrale, ce qui fait qu'il y a toujours une partie qu'on peut améliorer. Et chaque personne, ça vaut la peine d'essayer de la faire avancer dans cette direction. Ouais, ce que je rajouterais, c'est que en fait, la théorie de l'attachement se base sur la théorie polyvagale. En fait, la théorie polyvagale, elle est vraiment à la base de l'explication sur laquelle se construisent d'autres théories, et c'est pour ça qu'il faut les avoir assimilées en tant que thérapeute pour derrière être capable de se dire, OK, ce qui est en train de se jouer chez mon patient, ça vient probablement de ça, et donc de poser les bonnes questions pour pouvoir investiguer derrière. On a des questions sur... alors, Job nous dit, quand on est en vagal dorsal, on est en dissociation et déconnexion. Quelle est exactement la différence entre les deux?
Alors, déconnexion, ce n'est pas un mot qu'on utilise habituellement, mais disons qu'on est coupé. On se coupe du monde extérieur, y compris presque de soi-même, puisque le cerveau est beaucoup moins irrigué. Donc, on se met dans un espèce de carcan, on est enfermé à l'intérieur de soi, dans des sensations extrêmement déplaisantes d'ailleurs. C'est pour ça que les gens qui partent en malaise, il faut vite les ramener vers l'extérieur. Parce que s'ils partent à l'intérieur, ils ont l'impression de mourir, mais en même temps, ça les aspire comme un vide. Il faut, dans ces cas-là, vraiment les solliciter, qui regardent l'extérieur. Il faut leur demander de garder les yeux ouverts, de fixer un objet, de bouger, etc., de parler, pour réactiver le sympathique dans ces cas-là. Donc, déconnexion, c'est ça, on se déconnecte du monde extérieur. Et le deuxième mot qu'il disait, c'est des dissociations. Ça, c'est un état qui a plus attrait à la conscience plus qu'à des réactions biologiques, on est à distance. Comme je disais, les personnes qui vivent des fois un traumatisme important expliquent qu'elles se sont senties à distance. Elles étaient dissociées. Une partie vivait le traumatisme et une autre partie regardait ça, presque sans souffrir même. Là, c'est vraiment être dissocié. Une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut muscler son vagal ventral? Alors, en faisant des pompes. Alors, une petite précision à ce sujet, parce qu'on voit aujourd'hui comme le nerf vague en général, et puis le nerf vague ventral avec la théorie polyvagale en particulier, sont devenus, ont vraiment diffusé dans le public, beaucoup de gens. On voit beaucoup de choses sont proposées partout, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent, y compris en français, avec des solutions, sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Je pense qu'il faut, en tout cas mon expérience, à montrer, puis j'ai fait beaucoup de mesures, parce que je suis équipé depuis plus de 20 ans d'appareils pour mesurer la variabilité du rythme cardiaque, ce qui mesure en fait précisément la force, la puissance du vague ventral, du vague nouveau. Donc il faut différencier des techniques, des exercices qui activent momentanément le nerf vague ventral, qui peuvent le pousser un petit peu, faire un petit flash de vague ventrale, mais qui très vite retombe. Des méthodes, moyens qui essayent, dans le long terme, de reconstruire un vague ventral plus puissant, plus opérationnel. Il faut faire attention à ça parce qu'on promet beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des techniques qui, sur le moment, ça marche, mais si la structure de base de la personne, si sa neuroception n'est pas corrigée, ça retombe très vite. Donc, faire attention un petit peu aux sirènes au chant des sirènes. C'est pas aussi facile que ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut une pratique régulière. Il faut de la patience. La cohérence cardiaque reste quand même une base fondamentale, étayée par de nombreuses publications scientifiques, y compris pour l'amélioration de certaines maladies. Je pense notamment à une étude qui a montré que la pratique de la respiration en cohérence cardiaque régulière et suffisamment longtemps réduit l'apparition et la multiplication des métastases dans les cancers. Donc il y a pas mal d'études qui commencent à être faites, qui sont intéressantes. Donc la cohérence, ça reste une base, il faut la pratiquer très souvent. Après, il y a plein d'autres méthodes, et en ce moment, je privilégie un petit peu les méthodes qui utilisent la voix, la parole, les mouvements oculaires, puisque en jeu les nerfs crâniens de l'engagement social qui fonctionnent avec le nerf vague, l'écoute, les sons, etc., sont pour moi des outils qui sont vraiment très, très puissants, qui marchent bien. Et après, il y en a beaucoup d'autres, mais ensuite, à long terme, il faut faire un travail aussi, justement, il y a différentes techniques intérieures, puis aussi le travail qu'on va faire en psychothérapie pour corriger cette neuroception, je le répète, c'est capital. Sinon c'est mieux que rien de faire des exercices, mais il faudra les refaire, et sans arrêt, il faudra lutter contre cette tendance, soit par être suractivé en sympathique ou en vague dorsale.
il y a une intervention, une interview très intéressante de la part de Bob Schwartz, qui est le directeur de l'Association internationale de la psychologie énergétique et qui interviewe Stephen Porges, qui a suivi justement la formation à l'EFT clinique et qui note et qui dit que c'est effectivement assez intéressant d'utiliser les séquences de EFT. Notamment, il parle de la gamme des 9 actions où on stimule le dos de sa main, on est amené à faire des mouvements avec les yeux, à chanter, à décompter, etc. Et en fait, il a une explication. On a mis en ligne cette explication sur notre plateforme où il décode en fait des séquences qu'on utilise en thérapie au regard de la théorie polyvagale en disant oui, ça c'est bien parce que voilà comment moi je vois ces choses-là. Et je me suis mis en grand parce qu'il y a des personnes qui me demandent les références de ton livre. Donc, c'est aux éditions Sully, ça s'écrit S-U-2-L-Y. Et le titre exact, c'est le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Et vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur la FNAC ou ailleurs, dans des trucs voilà, qui vont bien. Désolé, je n'ai pas réussi à faire un titre plus simple. La prochaine fois, je ferai mieux la prochaine En fois. parlant de simplicité, il y a une personne qui me demande est-ce que ce livre s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il demande quand même à être un peu initié? Il y a des parties qui ne s'adressent pas à tout le monde. Donc, je rentre en détail, par exemple, quand j'explique la variabilité du rythme cardiaque ou j'explique l'anatomie, la physiologie du système nerveux autonome. Je vais un peu plus en détail. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'avaient aucune formation, aucun bagage scientifique, et qui ont pu le lire en sautant justement ces passages un peu rébarbatifs pour les profanes. Il y a des parties qui sont lisables, en tout cas assimilables par tout le monde, par tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Alors, moi, je peux répondre en tant que thérapeute. Il y a effectivement des parties un peu plus complexes, mais globalement, l'ensemble est tout à fait lisable. Et je voulais montrer des schémas que tu as repris aussi dans ton PowerPoint, parce qu'il y avait une question qui concernait les schémas. Il est très, très bien illustré. Il y a beaucoup d'explications. Donc, si vous êtes curieux et si vous avez envie d'approfondir, c'est aussi un ouvrage à avoir. Pierre me demande, est-ce que tu pourrais expliciter pourquoi on dit ventral et dorsal? C'est effectivement une question qui revient souvent. À quoi cela correspond organiquement? C'est une source de confusion d'ailleurs. Parce qu'on croit que ventral, c'est le ventre et dorsal, c'est le dos. En fait, ce sont des références anatomiques. Les anatomistes, lorsqu'il y a une structure qui est positionnée vers l'avant du corps, ils vont parler de ventral et vers l'arrière du corps de dorsal. Simplement, les noyaux d'origine des fibres du nerf vague, celle du nerf vague ventral, du nerf vague nouveau, partent d'un noyau qui s'appelle le noyau ambigu, qui est positionné en avant dans le tronc cérébral, donc en position ventrale. Alors que le noyau du vague dorsal, c'est le noyau dorsal du vague, d'ailleurs, il est situé dans une position postérieure, donc dorsale dans le tronc cérébral. C'est tout. Et ensuite, ces fibres-là se réunissent et passent dans le même nerf vague, si vous voulez. C'est juste l'origine qui vient d'un endroit différent, mais le nerf vague, lui, comprend des fibres, quand il passe dans le cou, à la fois du vague dorsal et à la fois du vague ventral. Plus des fibres sensitives qui ne sont ni vagales, ni dorsales, ni ventrales, qui sont simplement les fibres sensitives du nerf vague. Mais je voulais juste rajouter un point par rapport à ce que tu disais, justement, est-ce que Porges permettait de dire ça, c'est bien, votre technique, pour telle raison. Je voulais juste signaler qu'avant que j'ai commencé à mettre au point, essayer de mettre au point des techniques ostéopathiques pour travailler sur ça, et j'ai travaillé, naturellement, je suis arrivé sur un certain nombre de points à stimuler, et dont beaucoup correspondent finalement au point que... Enfin, une partie, parce que j'ai plus de points, mais correspondent aux points que vous utilisez en EFT. Et donc, on est tombé un peu sur les mêmes choses, des points d'acupuncture, mais aussi des points qui correspondent à des émergences nerveuses. Quand vous tapez ici, par exemple, eh bien, il y a un petit nerf important, qui est le nerf trochléaire, supratrochléaire, qui appartient au nerf trijumeau et qui est un des nerfs de l'engagement social, qui travaille avec le nerf vague, des choses comme ça. Donc, là aussi, il y a des justifications qu'on peut retrouver. Et ces stimulations cutanées vont avoir, par voie réflexe,
inhiber certaines informations montantes péjoratives et favoriser, stimuler des centres cérébraux qui rentrent en jeu dans tous ces circuits qui modulent et inhibent la réaction par défaut de vigilance au danger. Ce qu'on appelle notamment le lobe préfrontal, et puis d'autres structures comme le lobe de l'insula et le thalamus, etc., vont permettre de maintenir, grâce au sentiment de sécurité, justement, de contrôler cette réaction d'hyperactivation émotionnelle, d'hyperactivation sympathique, etc. Et donc, ces stimulations agissent là-dessus. J'ai construit mes techniques aussi par rapport à des bases neuroscientifiques aussi. Donc, en EFT, ça se rejoint aussi. Oui, tout à fait. Pour aller dans le même sens, il y a une personne qui me dit, est-ce que vous connaissez le TRE, Trauma Releasing Exercise? Eh bien, le bouquin, oui, on connaît bien. D'ailleurs, le bouquin qui a été traduit de David Berceli, qui est à l'origine de cette méthode, qui a été traduit en français, c'est moi qui l'ai fait traduire et qui ai écrit la préface. Et donc, elle va plus loin, la personne, et elle dit, est-ce que ces exercices mettent-ils en jeu le nerf vague? Et cette méthode s'appuie-t-elle donc sur la théorie polyvagale? Non, là, je crois que c'est toi qui vas répondre, tu connais mieux que moi. J'ai déjà vu des séances de TRE, mais je te laisse répondre. Tout à fait. En fait, ce qu'a fait David Berceli, c'est qu'il s'est basé sur le fonctionnement des animaux, de la manière dont ils évacuent leur stress en tremblant, alors que chez les humains, on a tendance à inhiber ça parce que c'est pas socialement admissible que d'évacuer son stress en tremblant. Et donc, il a mis au point un enchaînement de mouvements, et après avoir fait ces mouvements, on s'allonge sur le dos et on se laisse trembler, c'est-à-dire on restimule en fait l'habitude du corps à évacuer le stress. Bien évidemment, c'est complètement en lien avec la théorie polyvagale. Alors, oui, il y avait une remarque de Mathieu, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. Le vague ancien n'est donc pas si négatif que ça, et il est quand même nécessaire. Mais oui, rien de négatif. Vague ancien, je me dis, c'est l'homéostasie, hein, c'est l'entretien de la réparation de notre corps. Ça permet la croissance aussi, réparer nos cellules, les nourrir, réguler toutes les fonctions de base. Donc, c'est l'hyperactivité non contrôlée, non régulée par le vague ventral qui pose problème. Tout est nécessaire. Et voilà, il fonctionne, je dis, il fonctionne plus la nuit pour nous réparer, régénérer le corps. Il fonctionne après la digestion, sans vague dorsale, on ne peut rien digérer. Hein, on ne pourrait plus manger. Et on ne pourrait plus éliminer non plus. Donc, bien sûr que c'est nécessaire. C'est l'hyperactivation dorsale dérégulée, non contrôlée, qui pose problème. On a des questions sur le séquençage, l'activation séquentielle des différents étages. Par exemple, est-ce que, donc, si on est en interaction sociale, on est en vagal ventral. Si une menace arrive, on essaye de négocier. Si la capacité de négocier est dépassée, on va passer en sympathique. On va fuir ou combattre. Et après, éventuellement, on va passer en dorsal. Et on a des questions sur est-ce que c'est possible de passer directement du dorsal en ventral? Ok. Alors, c'est pas tout à fait ça. Selon le câblage, selon notre histoire personnelle, une fois que le vague ventral est dépassé par les événements, soit il est trop faible parce qu'il est réglé trop bas, il ne s'est jamais construit correctement, soit parce que la situation exige effectivement que ses ressources sont épuisées. Alors, soit on passe en sympathique, soit en vague dorsale. On peut passer directement en vague dorsale selon comment on est structuré et câblé. Il y a des gens, comme je l'ai expliqué, ne passeront jamais en sympathique. Il y a des gens qui ne s'énervent jamais, qui ne se mettent jamais en colère, qui tout de suite se ferment. Ils n'ont pas les ressources sympathiques. Et d'autres qui ne passeront jamais en vague dorsale. Même s'ils sont un couteau sous la gorge, insulter leur agresseur, par exemple. Non, mais je donne des exemples, parce que ça caricature, parce que ça parle bien, mais c'est le cas. Donc, tout dépend comment on est construit. Il y a effectivement des cas, des gens qui sont un équilibre à peu près moyen et qui peuvent effectivement descendre en sympathique, puis descendre en vague dorsale. Mais tout dépend des individus. C'est pour ça que c'est important d'avoir suffisamment d'éléments de compréhension, d'éléments de diagnostic pour savoir comment on réagit et comment nos patients réagissent, peuvent réagir ou ne peuvent pas réagir. Et ensuite,
Lorsqu'on est en vague dorsale, on peut effectivement remonter directement en vague ventrale. Tout à fait. Disons que chez les patients où les choses sont encore suffisamment flexibles, ça se fait comme ça. Chez les gens qui sont vraiment très très en vague dorsale avec un sympathique très faible, on peut conseiller d'activer un peu le sympathique en faisant du sport, en faisant des techniques très corporelles, parce que ça leur permet de sortir de cet état du vague dorsal, qui est vraiment un état inconfortable. C'est vraiment le pire à vivre. Ces états intérieurs sont vraiment désagréables, donc il faut les aider à compenser. C'est du palliatif, mais à activer un peu de sympathique. Mais l'idéal, c'est toujours de renforcer le vague ventral, dans tous les cas. Et puis, on a des moments où les deux systèmes coopèrent. Quand on joue, quand on a une interaction un petit peu physique, quand on fait un jeu, un sport avec des partenaires, des adversaires, c'est à la fois du vague ventral, on reste connecté, on reste en lien, mais on a besoin de sympathique pour s'activer. Lorsqu'il y a des états de relaxation, de méditation profonde, en général, il y a aussi une hyperactivation à la fois ventrale et dorsale, les deux en même temps. Par contre, on ne peut pas avoir du dorsal du sympathique. C'est compliqué. Ok. Je pensais, pour les personnes qui connaissent la notion de fenêtre de tolérance, quand on est dans la fenêtre de tolérance, on est en vagal ventral. Et de là, on peut sortir soit par le haut en hyperactivation, on passe en sympathique, soit on peut sortir par le bas, et là on est en hypoactivation et on est en vagal dorsal. C'est ça. On peut le voir comme ça aussi, même. D'accord. Après, il y a des questions. Par exemple, Alexandre qui dit combien de temps il faut pour passer du vagal dorsal au vagal ventral. Tu as répondu. En fait, ça dépend des personnes. Pour certains, c'est très rapide, et pour d'autres, ça va prendre 20 ans. Je veux dire, une fois qu'ils ont trouvé vraiment les vraies et les bonnes solutions, voilà, ça peut être long. Donc, bon, on n'est jamais à fond, hein. On n'est jamais en malaise vagal, par exemple, en permanence. On en sort. Hein. Mais si vous voulez, s'il y a un état chronique où c'est très fluctuant, le vague dorsal est très vite suractivé, trop longtemps, trop souvent. Mais on n'est jamais en permanence à 100% du temps, heureusement. Alors après, on a plein de questions sur des techniques. Bon, on ne va pas rentrer dans les techniques, vu que le propos, c'est quand même la théorie polyvagale. Un accompagnement en massage viscéral profond peut-il aider à réguler les nerfs vagues dorsales? Ça, c'est une question pour un ostéopathe. Oui, c'est pour ça. Le travail viscéral, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique des ostéopathes, que j'ai beaucoup pratiqué, mais justement, en cherchant des nouvelles stratégies de réponse, parce que beaucoup de gens viennent consulter avec des problèmes digestifs, de l'intestin, etc., je me suis rendu compte que c'était assez décevant. Ça ne tenait pas. Là encore, ça faisait des effets à très court terme. Et donc, le travail viscéral direct est utile lorsque cela entraîne de la nociception et donc des informations montantes qui n'aident pas à une bonne régulation au niveau des centres cérébraux. Et c'est le cas lorsqu'il y a des séquelles chirurgicales, des séquelles infectieuses, des adhérences, séquelles traumatiques dans le ventre. Dans ces cas-là, oui, je travaille sur le ventre directement. Mais dans mes recherches et dans mes expérimentations, j'ai cherché avant tout à renforcer le vague ventral, en me disant, voyons voir si justement ces symptômes au niveau du ventre vont s'amender. Justement, j'ai reçu un témoignage de Fabienne hier soir qui m'a dit que je pouvais m'en servir. C'est une personne qui a de constipation sévère et réfractaire à tout traitement depuis son enfance, avec beaucoup de douleurs aussi dans le ventre, des douleurs de type inflammatoire quotidiennes, très pénibles. Et ce n'est pas une personne que j'ai vue à mon cabinet, une personne qui habitait loin, mais je lui ai conseillé d'utiliser la stimulation électrique du nerf vague, par électrostimulation au niveau de l'oreille. Et elle me dit que c'est une victoire inespérée. Donc, vous voyez, on n'a pas touché au ventre. Je peux aller à la selle quasiment tous les jours, au bout de seulement une semaine de traitement, à raison de
2 fois une demi-heure par jour de stimulation. J'ai eu des sensations dans le ventre dès la première séance et je ne ressens plus de douleur au niveau de mon ventre, juste en stimulant le nerf vague. Donc le ventre, on est dans l'interoception, on est dans les informations montantes. Là, ce qu'on a fait, c'est la régulation descendante, en stimulant le nerf vague. Donc après, toutes les approches sont bonnes, ça peut toujours aider, hein, je ne suis pas contre, mais donc moi, quand ma réponse thérapeutique aujourd'hui, c'est de ne plus focaliser tellement sur le symptôme, d'essayer de travailler sur la régulation. Est-ce que l'angoisse est un état du vague dorsal? Est-ce que l'angoisse est un état du vague dorsal? Alors, le vague dorsal, c'est l'anxiété profonde, c'est surtout la dépression, la honte. Ça, c'est très vague dorsal. L'angoisse, c'est un peu transversal quand même. C'est un peu plus complexe. Je n'enfermerai pas dans le vague dorsal purement. Mais l'état, ce qui se rapproche un peu, c'est quand il y a une sensation de panique. Et ça, la panique, ça va dans le dorsal. D'accord. Aux questions du même genre, les ruminations mentales peuvent-elles exister en ventral dorsal ou n'existent-elles qu'en sympathique? Rumination sympathique. Disons qu'en sympathique, ça va tourner beaucoup plus vite en boucle. Ça va être une pensée rapide, bien que superficielle, qui n'ira pas au fond des choses, mais ça va beaucoup tourner très vite. En vague dorsale, on peut avoir, oui, c'est plus des espèces de sentiments pensés qui comme des longues nappes de brouillard qui ont du mal à se dissiper. C'est un peu différent. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières pour prendre soin du nerf vague, enfin du vagal ventral des tout petits? Des tout petits, de bonnes interactions. Avant toute chose, hein, il faut que le petit se sente en sécurité. La prosodie joue beaucoup avec les tout petits. Voilà, la prosodie. La prosodie. Si je peux me permettre, Stephen Porges disait, en fait, les pères, les papas, sont meilleurs avec leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, qu'avec leurs enfants, parce qu'en fait, ils se lâchent plus avec leurs animaux, ils jouent plus avec les intonations de la voix qu'avec les tout-petits. Mais les tout-petits, ils adorent ça. C'est pour ça, et on le fait un peu spontanément, oui. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui permet de co-réguler les petits, enfin les tout-petits en tout cas. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, bon, je suis en train de changer. Peut-être quand même aussi les pères sont de plus en plus sollicités, et de plus en plus envie de s'occuper de leurs enfants. Donc, ça change. Mais oui, c'est la sécurité qui était pour l'enfant, c'est la sécurité, quoi. Parce que c'est ça qui va permettre de coiffer correctement cette besoin de survie, l'instinct de survie biologique. Alors, il va pouvoir être apaisé s'il y a un sentiment de sécurité. Sinon, cet instinct de survie va entraîner sans arrêt cette vigilance permanente. Autre question, comment expliquer que des personnes fassent des malaises vagaux sous relaxation? Parce que pour certaines personnes, se relaxer, ça, comment tu disais en français, trigger, ça déclenche ça? Déclenche, oui, déclencheur. Ça déclenche un déclencheur d'une angoisse, d'une menace vitale. Se fermer, enfin se ralentir, s'arrêter, se pencher à l'intérieur de soi, c'est synonyme de menace vitale pour le système nerveux. C'est pas conscient, évidemment. Et donc, ça crée un malaise vagal. Donc, voilà, ça c'est intéressant à savoir lire la chose. Absolument. Et ça, sans la théorie polyvagale, on ne l'expliquait pas avant. Hein. Il y avait justement des paradoxes. On se disait, attends, il ne faut donc pas stimuler le vagal ventral parce que sinon on va déclencher un malaise vagal. Et ça a complètement été transformé justement par la théorie polyvagale. Eric qui nous dit, au regard de ce que je crois comprendre, le non-verbal du thérapeute ou du coach a une grande importance. Est-ce qu'il existe une ligne de conduite des comportements favorisant l'activation du vagal nouveau? C'est le travail personnel du thérapeute ou du coach de se connaître,
de connaître ses états intérieurs, de savoir s'il est face à un patient, si face à des patients difficiles, si ça active son sympathique, il a envie d'être un peu dans le challenge, de réussir, il est un peu trop sympathique, un peu trop dans la volonté personnelle, ou au contraire, si ce patient l'angoisse un petit peu, enfin le fait se replier sur lui-même, active un peu son dorsal, à ce moment-là, ouais, ça ne marchera jamais. Donc, il y a un travail personnel, comme dans toute approche professionnelle et thérapeutique, à faire. Et ensuite, c'est du bon sens, c'est de l'observation, c'est de la relation. Puis parfois, on peut se tromper, c'est normal aussi, et de voir qu'est-ce qui va permettre de co-réguler le patient le mieux. Qu'est-ce qui marche le mieux chez tel ou tel patient? Comment on peut le co-réguler? Des fois, il faut l'accompagner un petit peu dans ce qui est facile pour lui. Avant, justement, cette fenêtre de tolérance, parfois, on essaye d'en explorer les limites aussi. Et de voir comment on peut petit à petit élargir cette limite, le faire sortir un peu plus loin, en étant là. Mais ça, il ne faut pas s'apprendre comme ça, c'est dans vos formations professionnelles. Chacun, on sait ce que c'est que l'accordage, par exemple, ça, puis l'écoute, l'empathie vont permettre petit à petit de trouver. Moi, ça m'arrive avec des patients, il y a des patients plus difficiles que d'autres. Hein. Des fois, ça me prend 2-3 séances pour trouver comment co-réguler le patient. On n'est pas des magiciens à chaque fois. Alors, on a des précisions. Donc, Véronique, le vagal dorsal est-il bien le parasympathique? Le parasympathique, c'est des fonctions générales, que je l'ai décrites un petit peu au début. Le nerf vague est un nerf parasympathique. Ses modes d'action, enfin, ses effets sont des effets parasympathiques. Par exemple, il ralentit le cœur, alors que le sympathique accélère le cœur. Voilà. Mais il y a d'autres nerfs qui ont des fonctions parasympathiques. Par exemple, quand vous pleurez, le gland lacrymal, c'est une fonction parasympathique qui est médiatisée par un autre nerf crânien. La salivation aussi, c'est une fonction parasympathique. Quand on est stressé, quand on est sympathique, on a la bouche sèche. On n'a plus à parler. C'est sympathique. Parasympathique, c'est d'autres nerfs. C'est le nerf facial, par exemple, le nerf trijumeau, qui ont joué là-dessus. Donc, le vague ventral et le vague dorsal sont tous les deux des nerfs parasympathiques avec des fonctions plus spécifiques attribuées à l'un et à l'autre. Il y avait une question spécifique sur le nerf hypoglosse. Ça fait partie du parasympathique? Le nerf hypoglosse, le grand hypoglosse, non. C'est un nerf qui va surtout innerver la langue. Ouais. Alors, on peut ou pas le mettre avec Porges. Porges, je ne suis pas bien sûr là-dessus, mais il peut faire partie des nerfs de l'engagement social dans la mesure où la langue va intervenir hein, dans l'élocution, dans la prosodie, dans la parole. Mais ce n'est pas le plus direct. D'accord. C'était en lien, en fait, avec une explication donnée par Dawson Church dans une méditation qui s'appelle l'éco-méditation, où il incite les personnes à relâcher la langue sur le plancher de la bouche, ce qui met le nerf hypoglosse dans une certaine position et qui envoie derrière au tronc cérébral un message de calme, en fait. C'était pour les personnes qui avaient posé cette question. Après, il y a toujours des anastomoses hein, entre les différents nerfs crâniens. C'est quelque chose d'assez complexe. Quand on regarde près l'anatomie, il y a toujours des anastomoses d'un nerf à l'autre, donc c'est assez complexe. Mais oui, je comprends ce qu'il veut dire. Surtout que, bon, ouais, c'est trop pointu. Autre question. Ok, après, il y a vraiment des... Est-ce que, par exemple, il y a une relation... Enfin, est-ce qu'on peut utiliser la thérapie polyvagale au niveau du traitement de l'endométriose? Alors, thérapie polyvagale, ça n'existe pas. On répète, c'est une théorie, c'est pas une thérapie. Et là, l'endométriose, non. Ça, c'est des choses que je peux être amené à traiter, moi, en consultation, mais là, dans ces cas-là, c'est pas je ne me base pas sur la thérapie polyvagale pour traiter cette affection qui est très différente. Ok. Alors, il y a encore des précisions. Le vagal ventral correspond à l'équilibre dans la fenêtre de tolérance émotionnelle. Point d'interrogation. En fait, quand on est dans la fenêtre de tolérance, eh bien, c'est qu'on est sous la régulation du vague ventral. Okay. Le vague dorsal correspond à l'hypoactivation sous la fenêtre, oui, et le sympathique à l'hyperactivation au-dessus de la fenêtre. Ça veut dire quoi alors quand le vagal ventral est faible?
bah, ça veut dire que la fenêtre de tolérance est quasiment fermée. C'est ça. Donc, en thérapie, et ce qu'on va faire, si on fait de l'EMDR, si on fait de l'EFT, si on fait n'importe quel type de thérapie qui est censée soigner, traiter les traumatismes, la première chose, c'est qu'on va installer des ressources. En fait, on va ouvrir la fenêtre de tolérance parce que sinon, la personne ne pourra jamais se reconfronter à son souvenir traumatique. Elle va passer soit en hyper, soit en hypo. Voilà. C'est peut-être un peu technique, mais pour certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est ce qu'on apprend justement dans les formations. Donc, peut-être on arrive un peu au bout. Ça, c'est des notions que toi, tu redéveloppes dans ta formation, j'imagine. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que, on va prendre 2-3 dernières questions. Est-ce que vous avez du recul sur l'impact des différentes cicatrices sur la physiologie du vague? Cicatrice. Cicatrice, là, ça Prendre nous donne... d'une manière métaphorique? Oui, oui. Non, parce que les vraies cicatrices cutanées, c'est un autre problème. Il y a les cicatrices sont de différentes qualités. Les gens ont une cicatrisation très, très différente d'une personne à l'autre. Et on a ce qu'on appelle des cicatrices toxiques, des cicatrices qui restent rouges, épaisses, etc., qui contiennent beaucoup de substances P, qui est une des substances un médiateur de la nociception. Et quand c'est le cas, ça peut affaiblir effectivement les fonctions vagales en partie. Donc là, on est vraiment dans un truc très précis. Ok. Allez, une dernière question. Vous avez évoqué la dimension spirituelle. Comment s'articule-t-elle, s'inscrit-elle dans la théorie polyvagale? Ok. J'ai droit à un joker, non? C'est un sujet qui t'intéresse, ça? C'est un sujet qui m'intéresse, évidemment. Parce que, justement, c'est là où j'ai essayé d'aborder un petit peu au début. Je disais que l'être humain est encore en évolution et qu'il y a le poids de la biologie, effectivement, qui est là, qui est indéniable et qui perturbe une grande majorité d'êtres humains, qui pèse toujours. Mais on a un câblage, justement, cette régulation descendante qui est possible, c'est déjà un peu chez les mammifères, mais encore plus chez l'être humain, qui permet à un moment donné de s'extraire de ce poids biologique. Bon, j'en parle un peu dans mes formations. C'est ce qui permet à certains êtres humains, par exemple, de passer outre leur instinct de survie, qui est normalement considéré dans la théorie polyvagale comme fondamental. Certains vont à la mort délibérément pour des causes qui les dépassent, ou pour autrui. On est dans le summum de l'empathie, on est dans le summum de la connexion, de la relation, du lien, et là, on arrive à court-circuiter le poids biologique et l'instinct de survie, puisqu'on peut se sacrifier. Et donc, vous voyez qu'il y a un étage de plus après. Mais ça, c'est donné que si on a pu déjà s'extraire de réellement sa biologie. Donc, il faut commencer par là. Mais franchement, il y a cette partie spirituelle, chacun va y mettre ce qu'il veut, on voit qui permet de surpasser le poids biologique, quelque part. C'est une vaste question. Ouais. Okay. Eh bien, écoute, Eric, je te remercie beaucoup. Je vais rappeler que pour les personnes qui veulent encore approfondir, je remontre ton livre. Et puis également, je rappelle que tu vas animer une formation à la théorie polyvagale à Paris, dans le cadre de l'IFPEC. Ça va avoir lieu dans le 20e arrondissement. Ça sera les 17 et 18 juin prochains. Voilà. Beaucoup de questions sur est-ce que vous ne faites pas une formation à tel endroit, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Non, c'est prévu à Paris. Il y en a juste une, je te le dis pour toi. Il y avait une personne qui demandait si tu en faisais une à La Réunion. Là, effectivement, peut-être qu'on peut y songer. Mais tu pourquoi peux organiser ça? Oui. Pourquoi pas? J'y vais là, justement, dans pas longtemps. Donc, j'en parlerai. Ça pourrait être très intéressant, effectivement. Il y a une communauté de thérapeutes très, très dynamique à La Réunion, très ouverts sur toutes ces modalités novatrices. Beaucoup de médecins très intéressés par ça. Donc, je te tiendrai au courant.
allé déjà faire des formations ostéopathiques à La Réunion il y a pas mal d'années, donc j'y retournerai avec plaisir. Eh ben, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Je remercie tous les auditeurs. Vous étiez bien nombreux, plus de 800, 850 à peu près au pic. 2600 et quelques inscrits, je crois. Donc, encore beaucoup de personnes qui verront le replay. Vous aurez le replay. Pour toutes les personnes qui sont arrivées en retard, dès demain, vous pourrez y accéder. Et je vous dis bonne soirée, à très bientôt et pour une prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonsoir à tous.